Bonjour à tous. Cette vidéo que vous allez regarder me tient très à cœur. À l'heure actuelle, le montage n'est pas encore fait. J'ai déjà préparé beaucoup de choses, mais je sais que le montage va me prendre beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça vous plaira, évidemment. Donc vous savez déjà de quoi elle retourne par rapport au titre de la vidéo, donc il n'y a pas de surprise. Mais j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Allez, on y va? C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler du Ground Sport Experimental Racing. Et oui, c'est la signification de l'acronyme GSXR. Donc évidemment, je vais parler du modèle que j'ai entre les cuisses, du 750, de la cylindrée 750, et pas des autres modèles. Donc c'est parti, installez-vous, prenez allez 10-15 minutes, j'essaierai de pas faire plus, promis, mais j'espère quand même vous garder jusqu'à la fin. Installez-vous et on y va. Pour commencer, le premier 750 GSXR, c'est évidemment 750 cm3. 4 cylindres en ligne, 4 temps. 176 kg, autrement dit légère. 100 chevaux à 10 500 tours minute et 176 kg, 100 chevaux à 10 500 tours minute, c'est un rapport poids-puissance incroyable pour l'époque. 240 km/h en vitesse de pointe, 11 secondes 3 en 400 mètres départ arrêté. Refroidissement air-wheel, cadre alu, roue 18 pouces, j'en passe et des meilleurs, le principal est dit. Vous avez là le 750 GSXR 2004. Il y a eu pas mal d'évolutions par rapport à sa grande sœur de 1985. Mais tout d'abord, avant même GSXR, il y a GS, et je dirais même GS1000R, la moto de course du CERT et de Dominique Mélian, mon père spirituel. Alors ce n'est plus Dominique Mélian maintenant, j'ai mangé son nom au nouveau, mais pour moi, le patron du CERT, c'est toujours Dominique Mélian. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Mélian lors de la fête nationale du GSXR en 2015. Oui, il y a eu une fête nationale du GSXR à l'occasion de ses 30 ans en 2015. Je m'y suis rendue avec feu ma GTC. Stop. Alors non, je n'ai pas eu de Mercedes AMG GTC ou encore de Ferrari GTC Forluso. J'avais juste une Opel Astra GTC. Ah ben oui, ça fait moins rêver là. Et j'ai immortalisé ce moment avec Dominique Mélian avec une rafale de photos, mais quand je dis rafale, c'est rafale. Donc je vais vous en mettre quelques-unes. Bien sûr, je vais flouter ma tête avec mon super floutage de la mort qui tue. Et donc voilà, j'ai été super fière, super contente de discuter avec Monsieur Mélian, Dominique Mélian, qui est vraiment quelqu'un d'adorable, d'accessible, de simple, de professionnel. Bref, on a parlé 10-15 minutes, on a rigolé un petit peu, c'était vraiment génial. J'oublierai jamais ce moment, certes éphémère, mais vraiment qui m'a marqué. Bref, hashtag meuf trop fière. Hashtag meuf trop fière et surtout sourire jusqu'aux oreilles. Pour en parler rapidement, le CERT, qui signifie Suzuki Endurance Racing Team, est une équipe de sport d'endurance moto, ou plutôt l'équipe de sport d'endurance moto, qui a un très gros palmarès. Et c'est bien entendu la meilleure équipe de sport d'endurance moto de tous les temps. Mode sectaire et pas du tout mauvaise foi. Cette équipe a donc été créée en 1981 par le fameux Dominique Mélian, un ancien pilote moto. Il y a 3 pilotes plus un remplaçant. J'ai mangé son nom. Il y a donc Philippe, Black et Siméon. Vincent Philippe ne fait plus partie, enfin ne fera plus partie de l'équipe
en fin d'année 2020, après le bol d'or et après les 24, je crois, les 24 heures. Et je suis super triste qu'il s'en aille parce que c'est un super pilote moto. C'est lui qui a remporté le plus de victoires avec le CERT. Il a fait, je crois, 10 podiums. Enfin bon, je sais pas exactement son palmarès par cœur. Mais voilà, je ne sais plus son nom, le remplaçant. Bah, je me suis peut-être trompée, c'est peut-être Siméon. Mais ça se comprend qu'il veuille passer à autre chose à un moment donné dans sa carrière, c'est normal. Vraiment très belle victoire. Super pour toute l'équipe Suzuki, vraiment du très beau travail. Guémel est peut-être en haut de l'écran. La machine qui va s'arrêter au bord de la piste et Dominique Mélian qui va sauter sur son pilote, sur Vincent Philippe pour cette superbe victoire. Bref, la GS 1000R était donc la moto de course utilisée pendant les courses d'endurance moto avec le CERT et c'est elle qui a servi de base pour créer le GSXR. Donc c'est un peu l'ancêtre du GSXR dans les grandes lignes. GSXR qui lui-même servira de base moteur à d'autres modèles comme par exemple le 750 GSXF, le GSX 750 Inazuma et un peu du Bandit parce que le 600 Bandit a le bloc moteur du premier GSXR 750 et le B12 celui du 11. Bien sûr, tout ça a été réalisé, la course a été revue. Bref, c'était une petite parenthèse. Revenons donc aux origines du GSXR 750. Il y a d'autres cylindrées, bien entendu, mais ici c'est le 750 qui nous intéresse, puisque c'est celle sur lesquelles mes fesses sont posées, et celle que j'adore. Et puis c'est surtout de là que tout est né. C'est la base de tout, le 750, enfin selon moi, bien entendu. Même si certains disent que c'est grâce au 1100 GSXR que le GEX s'est fait connaître, parmi les grosses cylindrées, et donc sans évoquer le 400 GSXR, qui est le premier GSXR qui est sorti en 1984, c'est quand même le GSXR 750 qui a vu le jour en premier. C'est donc vraiment le modèle le plus légendaire, selon moi. Commence par sa présentation en septembre 1984 au Salon de Cologne en Allemagne et un an après, elle sort en France. Donc au jour d'aujourd'hui, le GSXR va fêter ses 35 bougies. À cette époque, pour quel prix, à votre avis, pouvait-on se procurer un GEX ? Alors, les gens nés après 2001 n'ont pas connu les francs, donc si je vous dis 40 000 francs environ, je vous parle chinois. Disons que les motos neuves d'aujourd'hui coûtent un bras. C'est sûr qu'il y a un fossé entre la technologie des années 80 et notre monde actuel, mais à l'époque, pour environ 40 000 francs, on avait un GSXR. Environ 6 500 € aujourd'hui. « 6 500 € un GSXR neuf. De nos jours, c'est plus du double. Alors c'est sûr, inflation, nouvelles technologies, évolution mécanique. Il y a évidemment une explication à tout ça. Le GSXR, alias GEX, vous l'avez compris, c'est son petit surnom, était la première moto réplica homologuée pour la route. Réplica égale réplique. Donc comme son nom l'indique, c'était une machine imaginée pour la piste, mais homologuée pour la route. D'où son succès. L'ère des réplicas est née. Au départ, avant même la 750, il y avait la 400, comme je le disais un petit peu plus tôt. Ensuite, la 750 est apparue un an après, en 85 donc, ainsi que le single de Dead or Alive, que j'adore mettre à fond en voiture. Enfin bref, passons. Puis, la 1100 en 1986, le 600 en 1996 et enfin la 1000 en 2001. 2001 est aussi l'année de Links zu drei Vier de Rammstein. Chop Suey de Sode. Je ne pourrais hélas pas citer tous les tubes de médailles. Sans oublier le 3e podium consécutif de Lance Armstrong au Tour de France, déclassé depuis. Et enfin, de la victoire de l'Angleterre au tournoi Destination. Pour les incultes, c'est du rugby. Bon allez, j'arrête de digresser, promis.
Il existe même une version 50 cm3. Et depuis peu, je crois, un modèle 125. Je n'en ai jamais vu, mais ça doit être assez fun de rouler là-dessus à mon avis. Par contre, je crois que ça doit coûter un bras. Il me semble que c'est genre 4000 ou 5000 euros le Babyjex. Franchement, vous ne faites vraiment pas semblant chez Suzuki. Hein. Il y a également eu les séries limitées, dont la première fut la GSX-R 750 Limited Edition, sortie en 1986. Avec quelques pièces issues du 1100 GSX-R, mais surtout un embrayage à sec. Regardez-moi cette beauté. Je parle de la moto, bien sûr. Et bien entendu, en 1989, est produit la 750 GSX-R, dotée de plusieurs attributs de qualité, si je peux me permettre. Carénage plus léger, résé en alu, cote moteur différente et certaines pièces moteurs renforcées et monoplace, qui plus est, pour ne citer que ça. Produite en très peu d'exemplaires, dont une petite poignée vendue en France. Un modèle donc très rare. J'ai eu la chance, non pas de l'essayer hélas, mais au moins de poser mon postérieur sur l'une d'elles. Moment éphémère là encore, mais émouvant. Bref, passons maintenant à une petite partie technique. Les motos actuelles, récentes j'entends, sont toutes, à ma connaissance, ou quasi, à refroidissement par eau et air, et toutes à injection. On ne parlera pas de cas particuliers bien sûr, parce que je suis persuadée que vous allez m'en sortir. L'injection, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dispositif permettant d'alimenter le moteur avec le mélange air-essence. Et l'ancêtre de l'injection, si vous me permettez le terme, c'est le carburateur, du même nombre de cylindres que la moto, un carbu par cylindre. Mais il y a toujours des exceptions, hein. Comme par exemple certains monos qui ont 2 carbus, d'autres qui ont un seul carbu mais double corps, bref, allez comprendre. Quoi qu'il en soit, ce procédé est maintenant révolu sur les nouveaux véhicules, et ce depuis au moins plusieurs décennies, et donc remplacé par l'injection. Bon, je vais me poser là un petit peu parce que ma selle n'est pas rembourrée et mes fesses non plus. Et puis ça me fait un peu du bien de me détendre les jambes. Ouh. Allez, on continue. Pour continuer sur ma lancée, sur les motos anciennes qui ne sont donc pas à injection, il y a ce qu'on appelle une rampe de carbu. Les carburateurs sont, comme son nom l'indique, regroupés sur cette même rampe et tous sont reliés par une seule et même commande. Le tout est centralisé. Pour schématiser très simplement, des carbus permettent donc d'alimenter les cylindres avec le mélange air-essence. Sur un moteur à carbu, il y a des réglages à faire, la fameuse synchro de carbu, pour que tous les carbus soient réglés de la même manière et que le moteur soit réglé au mieux. Le principe consiste à régler chaque papillon afin que la quantité d'air qui entre dans chaque carbu soit strictement la même pour tous les carbus. Ce dosage air-essence, il est approximatif sur ces moteurs à carbu et il y a souvent trop d'essence. Mais là n'est pas le débat, hein. Si vous voulez en savoir plus sur la synchro et la carburation en général, je vous laisse faire vos recherches car ceci n'est qu'un rapide résumé. D'accord, faisons comme ça. Et dans les années 90, l'injection pointe le bout de son nez. Même si elle était déjà utilisée bien avant par certains constructeurs pour leurs motos de course, BMW par exemple dans les années 50, et par Kawa dans les années 80 avec leur série Z, la fameuse Z1000H MK2 qui est un modèle extrêmement rare. C'est dans les années 90 que l'injection s'est réellement développée. D'abord utilisée pour les machines de piste, elle fut petit à petit ensuite développée sur plusieurs modèles de série de plusieurs marques. À ma connaissance, il y a la Ducati 888, la 800 VFR. J'ai eu l'occasion de rouler avec un 800 VFR, mais je ne crois pas que ce modèle-là était à injection. Il était à carbu, il me semble. C'est un modèle 1990 Cara. Je ne sais plus, mais bon, rien que pour le plaisir, je vais vous mettre la photo, ça va me faire remonter plein de souvenirs. L'injection, c'est un réglage plus fin, plus étudié, et ça a pour but d'avoir un moteur plus performant. Là, je parle bien sûr de l'injection électronique, car il y a eu l'injection mécanique. Il y a même eu l'injection directe et indirecte. Tout dépend si la moto est un 2 temps, direct, ou un 4 temps, indirect. Bref, j'ai pas envie de vous embrouiller, moi aussi ça m'embrouille, donc c'est un autre débat. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Donc qui dit injection dit au revoir carburateur. En gros, dans l'injection, le dosage de carburant à injecter est calculé au compte-gouttes, à sa juste valeur. C'est aussi pour cette raison qu'un moteur à injection consommera moins qu'un moteur à carbu et a fortiori, il polluera moins également.
Alors attention, c'est très schématisé ce que je dis là. C'est vraiment pour vous faire comprendre de façon simple, mais c'est bien plus complexe que ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, évidemment. Je ne suis pas mécanicienne, je ne vais pas m'improviser mécanicienne, je ne prétends pas l'être, voilà. Donc Google est votre ami, faites vos recherches plus approfondies directement là-dessus. Donc maintenant que vous en savez plus sur les moteurs à carbu et injection, je peux vous préciser que les premiers G6R avaient donc un moteur à carbu. Et ce jusqu'en 1998, date de sortie du premier G6R à injection, qui se nomme le SRAD, S-R-A-D. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Concernant le refroidissement maintenant. Au départ, et ce jusqu'en 1991, le G6R avait un refroidissement air-huile. On les appelait, et on les appelle toujours, plus communément les air-huile, ou bien les Q-carrés, les modèles 85 à 88, ou encore les SACS, SACS, S-A-C-S, qui signifie Suzuki Advanced Cooling System. C'est tout simplement le nom du refroidissement air-huile. C'est un dispositif issu de l'aviation, mais là, pareil, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je sens déjà que j'ai perdu la moitié des spectateurs à ce moment-là, peut-être même déjà depuis un moment, et il y en a peut-être qui se sont même désabonnés. Je suis désolée, revenez s'il vous plaît. En tout cas, ceux qui sont encore là, restez. Sans vouloir être sectaire, nous, Suzukistes, et plus particulièrement amateurs de vieux G6R, ce qui est mon cas, bien sûr, malgré mon water entre les jambes, on a tendance à penser que le moteur air-huile et qui plus est à carburateur est le plus fiable ou l'un des plus fiables, avec plus de sensations que les moteurs à injection actuels. Alors, il est bien vrai que le bloc air-huile du G6R a prouvé son efficacité, et sans forcément évoquer le bloc air-huile, de toute manière, un moteur à carbu est considéré comme plus fun à conduire, avec plus de caractère qu'une injection, qui est, lui, plus linéaire, pardon. C'est loin d'être faux, avec les moteurs à carbu, il y a plus de patates, il y a aussi ce fameux coup de pied au cul, que ne nous donnent pas, ou du moins pas de la même manière, les modèles à injection. Sauf que la technologie évolue, et les moteurs avec, l'injection a fait son apparition, le refroidissement liquide également, et les moteurs air-huile ainsi que les carbus ont été délaissés. Bref, voilà la petite partie technique que je voulais rajouter sur le G6R et qui me permet d'enchaîner sur le premier G6R liquide. C'est donc en 1992 qu'apparaît le premier G6R 750 avec refroidissement liquide. Chez le 1100, c'était en 1993, mais le succès n'était pas au rendez-vous. C'est vrai que dès lors que le 1100 est passé en refroidissement liquide, c'est comme si c'était la fin d'un mythe. C'est quand le SRAD est sorti que le GEX a redoré son blason en 1996. C'est aussi la sortie de ce tube des Backstreet Boys, que je n'ai pas honte d'avoir aimé et d'aimer toujours. Magnifique coupe de cheveux au passage. Ou encore l'excellent Firestarter des Prodigy. Et côté jeux vidéo, Tomb Raider m'a beaucoup marqué, avec une Lara Croft au sein pointu. Bref. SRAD, Kezako encore. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Encore un acronyme, oui. C'est celui du Suzuki Ram Air Direct. Autrement dit, refroidissement par admission d'air forcé. Autrement dit, Ram Air. Et ce G6R SRAD est tout d'abord à carbu de 1996 à 1997, puis à injection à partir de 1998. Le Ram Air, ce sont les deux grosses entrées d'air que vous voyez quand vous avez un GEX face à vous et sur n'importe quel autre sportif en fait. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà le Ram Air, les deux grosses entrées d'air ici. Sur d'autres, ça n'a pas la même gueule. Je vais vous montrer des photos de différents modèles. Donc justement chez Kawa, la gamme ZXR et ZZR. Chez Yam, tout ce qui est YZF, R6, R1. CBR chez Honda. Toutes ces marques, elles ont aussi le Ram Air. Bien qu'à l'époque chez Kawa, je me demande si ces espèces de tuyaux d'aspirateur qui faisaient comme ça, là, n'étaient pas là juste pour donner le style. Parce qu'il me semble qu'ils n'étaient pas reliés à la boîte à air et n'avaient donc aucune incidence sur la puissance de la moto. Ils servaient surtout à refroidir la culasse, il me semble. Enfin bon, c'était les débuts de Ram Air aussi, donc je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça ne servait pas à grand-chose. Je tiens à préciser que le moteur air-huile n'était pas courant. En effet, ce n'était pas de l'eau qui était utilisée pour refroidir le moteur, mais bien l'huile du moteur elle-même. L'huile du moteur avait donc deux fonctions, lubrifier et refroidir, avec bien entendu deux circuits différents. Ne pas confondre le moteur air-huile, qui est donc principalement refroidi par l'huile moteur, mais également grâce à l'air ambiant qui passe par les ailettes du moteur,
et le moteur refroidi par air uniquement, dont l'huile moteur ne sert que de lubrifiant. Voilà pour la petite parenthèse. Le G6R est donc un refroidissement par eau et air depuis 1992 et injection depuis 1998. Selon moi, et ce n'est que mon avis, à part les évidentes évolutions esthétiques, il n'y a plus beaucoup d'évolutions techniques sur le GSX-R 750. Alors bien entendu, les constructeurs essaient toujours de la faire plus légère, de gagner quelques grammes sur le bras oscillant, sur le cadre, la fourche, encore l'amortisseur arrière, ou même les jantes. Mais côté moteur, depuis maintenant plusieurs années, elle reprend toujours les mêmes caractéristiques à chaque sortie du nouveau modèle. Il y a évidemment toujours des choses qui changent, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas vraiment eu des révolutions depuis quelques années, sauf pour le GSX-R 1000, mais là on parle du 750. Concernant le coloris du 7R, il est passé justement par un petit peu toutes sortes de couleurs, mais pour moi, la couleur du GX, c'est bleu et blanc. Je vous mettrai des photos des différents modèles un petit peu pour que vous voyez son évolution. De toute façon, je vais beaucoup documenter, du moins autant que faire se peut, documenter mon exposé, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, parce que me regarder parler à travers une caméra, je pense pas que ce soit le plus intéressant. La vue sur moi est pas non plus des plus extraordinaires, donc vous verrez des petites photos, des petites vidéos, j'espère que ça vous plaira. Vous avez compris? Hélas, le modèle 750 et même le 600, il me semble, n'est plus produit. Donc il y a encore, je crois, quelques modèles en stock. Donc c'est toujours possible de l'acheter dans certains pays jusqu'à justement épuisement du stock. Mais sinon, c'est fini, le 750 GSX-R ainsi que le 600. La raison, soi-disant à cause d'une histoire de normes Euro 4 ou Euro 5, je ne sais même plus où on en est par rapport à tout ça. Je suis un peu à la masse. Ainsi qu'une absence d'ABS. Alors la raison qui pour moi est la plus probable, peut-être une baisse des ventes sur ces cylindrées, et puis surtout l'engouement pour les roadsters, les gros roadsters en plus accessibles pour certains permis A2, ce que je trouve un peu une aberration d'avoir un gros roadster en permis A2. Mais bon, ça c'est un autre débat, ça ne regarde que moi pour l'instant d'avoir ce genre d'opinion. Je pense que c'est la raison la plus plausible, une baisse des ventes sur ce genre de cylindrée. Peut-être qu'on les retrouvera dans quelques années, surtout le 750 qui pour moi ne devrait même pas être absent du catalogue, tellement c'est un modèle légendaire. Légendaire, pour ne pas dire mythique. C'est la moto qui m'a fait rêver pendant des années. Et je voulais lui rendre hommage en quelque sorte, à ma manière, en vous expliquant dans les grandes lignes comment elle est née, ses caractéristiques et ce qui a fait son succès. En tout cas, j'espère que ce n'est pas la fin d'un mythe. Mais selon moi, un mythe, on ne peut pas y mettre fin tellement il a marqué et tellement il marquera les esprits à jamais. Et vous? Qu'en pensez-vous? Au départ, je voulais un modèle de 1990, le modèle Air Wheel le plus abouti. Fourche inversée, mono-amortisseur arrière réglable et j'en passe et des meilleurs. En bon état, évidemment, et stock. Or, ils se font très rares. Et je suis tombée par hasard sur un modèle 2004. Modèle que j'ai toujours convoité également, et que je trouve superbe. Il était stock, sauf le Paul Vince, et j'ai clairement eu un coup de foudre pour lui. Pour beaucoup, mais en tout cas pour moi, c'est une icône, une moto de légende, une sportive mythique. Et loin d'être inaccessible, au contraire, c'est la sportive la moins exigeante. Alors peut-être que certains la trouveront fade, ou justement trop facile. Ouais, c'est une moto facile, y a rien à dire, bon, y a rien d'exceptionnel, ça va bien. Hyper prévisible. Je dirais pas hyper triste, mais bon, hyper convenable en fait. En tout cas, me concernant, c'est aussi cette facilité de prise en main qui fait que je l'adore. Elle est, paraît-il, parfaite pour la piste, son terrain de jeu de prédilection. Et j'ai hâte de l'essayer sur ce terrain-là. Mais elle peut aussi bien vous accompagner de temps en temps en ville, car plutôt maniable, malgré le guidon sport. Et je parle en connaissance de cause. Bien évidemment, tout est relatif. Et le roadster reste le meilleur allié en conduite urbaine, mais quand j'ai l'occasion d'aller en ville à moto, je m'en sors plutôt bien, malgré que ce ne soit pas une moto faite pour ça à la base. Elle n'est pas aussi extrême et exigeante que certaines de ses concurrentes comme la R1 ou la S1000RR. Dès que je croise un autre motard en GSX-R, je ne peux m'empêcher de sourire. Dès que je vais dans mon garage et que je la trouve, là, prête à m'emmener n'importe où, comme si elle n'attendait que ça, je ne peux m'empêcher de sourire également. Pourquoi une sportive de plus de 100 chevaux au quotidien? Pourquoi une sportive où l'on est tous conscients que le confort ne fait pas partie de ses points forts?
La réponse est un peu plus simple. Parce qu'elle existe, parce qu'elle me plaît, parce que je la voulais. Alors non, je ne fais pas encore de piste. Non, je ne roule pas comme une tarée. Non, je ne penche pas beaucoup en virage. Non, je ne pose pas le genou et je ne pourrai jamais l'exploiter à 100%. Et oui, j'ai une moto puissante qui ne me sert à rien, diront certains. Oui, elle a un rayon de braquage de camion. Et oui, il y a probablement mieux. Et alors, pourquoi juger ? Qui sommes-nous pour juger l'autre sur ses goûts et ses envies ? Cette moto hors du commun a une identité forte de par ses 35 ans d'existence. Et c'est aussi ce qui me plaît. Rouler en sportive a toujours été un rêve, mais rouler en GSX-R était un rêve plus grand encore. Et depuis maintenant plus de 5 ans, ce n'est plus un rêve. Libre à chacun de rouler sur ce qui lui plaît, pour des raisons qui lui sont propres et que peut-être nous ne partageons, voire ne comprenons pas. Quel que soit le motard que nous sommes, vivons notre passion dans le respect de chacun et sans se préoccuper du qu'en dira-t-on. J'ai voulu un GSX-R. J'ai un GSX-R.